De retour sur ce plateau pour la troisième et dernière partie de Politicia. Notre plateau est toujours au complet avec nos invités Mohamed Jaïd, Hamidine Khan et Mohamedou Dia qui sont toujours là. Merci d'être toujours en notre compagnie, messieurs. Dans quelques jours, le 29 janvier 2017, se tiendra sans doute l'un des sommets les plus attendus de l'Union africaine puisqu'il pourrait permettre le retour du Maroc, un des pays fondateurs, un scénario fort probable qui serait alors lourd de conséquences. Explication avec Birama Saounira. Le Maroc souhaite réintégrer l'Union africaine après 33 ans d'absence. Le royaume chérifien voit un intérêt particulier pour sa réintégration à l'organisation panafricaine. Ainsi, pour les analystes, le retour du Maroc au sein de l'UEA lui permettrait de se positionner en tant que leader régional et international. L'Union africaine peut aussi se réjouir de ses futurs nouveaux membres qui possèdent de nombreux atouts économiques et politiques. Ce qui va changer d'abord fondamentalement pour l'Union africaine, c'est d'abord politiquement la taille de l'Union africaine qui reçoit en son sein un pays comme le Maroc qui aujourd'hui a une influence extraordinaire, en tout cas pour ce qui concerne l'Afrique du Nord. Et donc cela est, de mon point de vue, très important. Et deuxième chose, c'est le poids économique également de ce pays-là qui, depuis ces 10 dernières années, continue à accentuer son poids au niveau du marché africain, surtout au niveau du marché de l'Afrique occidentale. Donc aujourd'hui, mettre tout ça dans le cadre de l'Union africaine permettrait bien évidemment de permettre à l'Afrique surtout de peser sur la scène internationale d'un point de vue économique. Le royaume chérifien avait quitté l'organisation panafricaine pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique au sein de l'UIA. Pour beaucoup, l'enjeu principal de ce retour est essentiellement lié à la question du Sahara occidental, un territoire que se disputent le Maroc et le Front Polisario depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, le retour annoncé du royaume chérifien semble être délicat sur le plan diplomatique. Il s'agit surtout de la position des soutiens de la République arabe sahraoui démocratique, dont l'Algérie, avec qui le Maroc entretient des relations tendues, une situation qui suscite de nombreuses interrogations. Il est clair aujourd'hui qu'au regard de l'histoire récente, surtout du Maroc, que cela va entraîner aussi quelques problèmes, notamment la question du Sahara occidental qui va revenir. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu également, c'est la défense pour le Maroc, en tout cas, de l'unité de son territoire. Et ce qui va être un souci, c'est la question de l'Algérie qui va continuer à manifester toujours son opposition quant à l'adhésion du Maroc au sein de l'Union. Mais il faut aujourd'hui que nous restions lucide, que l'on se dise que quelle que soit l'option adoptée par le Maroc, une fois intégré l'Union africaine, il décide d'adhérer aux chartes de l'Union africaine. Le retour annoncé du royaume marocain au sein de l'Union africaine est la suite logique d'une longue offensive diplomatique menée depuis les premières années de l'intronisation du roi Mohamed VI. Ce retour sera examiné par la Commission de l'Union africaine lors du 28e sommet qui se tiendra à Addis Abeba, en Éthiopie, en fin janvier 2017. Alors, Monsieur Khan, à ce jour, 38 pays africains soutiennent le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Qu'est-ce que cela va changer concrètement pour le fonctionnement de l'institution ? Bon, dans le fonctionnement de l'institution, on va déjà attendre aussi la nomination du président de la commission. Mais dans le fonctionnement de l'institution, je crois qu'il y aura des prises de position justement dans la hiérarchie, dans l'organigramme. Il y aura des États qui vont pencher dans la balance pour le Maroc. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faudra beaucoup faire attention justement aux géants africains que sont l'Afrique du Sud et le Nigeria. Parce que c'est là où justement il peut y avoir un énorme clash pour l'Union africaine. Parce que c'est deux pays qui, depuis à peu près une décennie, sont en train de se narguer. Et puis, bon, chacun veut prendre le leadership, que ce soit en Afrique et puis aussi au sein des Nations Unies, pour prendre le siège justement qui prévaudrait peut-être dans un avenir proche au continent. Le Maroc a sa place en Afrique, dans l'Union africaine, mais il n'en demeure pas moins que la RASD aussi va siéger
Ça, il faudra que les gens le comprennent. On ne peut pas exclure un État qui a déjà été admis. Et puis, sauf si, par exemple, il y a eu un coup d'État anticonstitutionnel ou bien que l'État ne s'est pas acquitté de ses dettes. Voilà. Donc, il y a des poids lourds qui soutiennent la RASD. Il y a aussi l'Algérie qu'il ne faut pas sous-estimer. Et puis, l'Algérie, c'est un voisin du Maroc. C'est un puissant voisin du Maroc. C'est l'un des pays les plus puissants d'Afrique. Donc, il faudra calmer le jeu. Économiquement, ça veut dire que l'économie peut-être peut mener les bateaux, mais il n'en demeure pas moins aussi que le politique est toujours là. L'économie marocaine, elle est peut-être florissante maintenant, c'est le secteur tertiaire qui est florissant, mais les secteurs, par exemple, comme les industries ou bien l'agriculture, ne sont pas aussi florissants comme on le dit. Parce qu'en 2016, il y a eu des déficits. Donc il faudra que qu'on regarde les choses convenablement d'une manière lucide et transparente et qu'on dise les choses. Donc il ne faudra pas brouiller les cartes. Nous, on veut qu'en Afrique, il n'y ait pas de guerre, mais que les gens s'entendent sur des positions justes et durables. Voilà. Monsieur Jaït, il est vrai que derrière cette question du Sahara occidental, il y a la rivalité hégémonique entre l'Algérie et le Maroc qui se joue également. Ça date depuis longtemps. Ça date même avant la rivalité entre le pouvoir marocain et le pouvoir algérien. Je pense que ça date même d'avant la question du Sahara, surtout en 63 avec ce qu'on appelait la guerre des sables. Oui. Et pour moi, ça c'était aussi une faute du pouvoir au Maroc tout à l'heure. Il y a l'Algérie qui vient d'avoir son indépendance. Il y a eu un conflit sur le frontalier. Et je pense le Maroc avait tort à l'époque. Et ça, c'était une source. Le Maroc avait revendiqué aussi la partie sud de l'Algérie. Ça, il faudra que les gens ne le sous-estiment pas. Le Maroc a toujours revendiqué la partie de Tindouf et la Mauritanie, ils ont toujours revendiqué. Historiquement parlant. Tindouf qui abrite les camps de réfugiés. Colombe Bachar et toute la région du Sahara, ce qu'on appelle le Sahara oriental. On a aujourd'hui au Maroc un parti qui s'appelle le parti Istiqlal qui revendique ça jusqu'à aujourd'hui. Et récemment, il y avait un conflit il y avait une malheureuse déclaration du chef de ce parti sur la Mauritanie qui a été exploitée par le pouvoir marocain pour régler des conflits internes et des configurations internes. Bon, passons. Sur la question du conflit, moi je pense que nous en tant que peuple, avec les Algériens, avec les Mauritaniens, avec les Sénégalais, avec les Sahraouis, on est amenés à travailler ensemble. On peut pas remplacer les uns les autres. On est là, on est sur ce terrain-là. On est amenés à travailler ensemble. Le problème, c'est que les gens qui tiennent les manettes, qui tiennent le pouvoir, ils ne voient que leurs intérêts, que leurs investissements, que leur cercle réduit. Et la majorité des peuples, soit en Algérie, soit au Maroc, soit dans la région, ils sont précarisés, ils sont paupérisés jusqu'au bout. Monsieur Dia, il faut dire. Excusez-moi, et même en parlant des investissements en Afrique, on est en Afrique, c'est un réflexe là que j'ai développé. Je parle d'Afrique. En Afrique subsaharienne. Voilà. En Afrique subsaharienne, les ambitions qu'a le Maroc, je ne pense pas que le Maroc a les moyens de ses ambitions. On a une économie, on parle d'une économie forte. Non, ce n'est pas le cas. Une économie très faible et rentière et qui est basée sur la rente. La rente, on n'a pas d'industrie. On a des ressources naturelles qu'on exploite, qu'on réexploite. Et jusqu'à quand ? Je ne pense pas que les ambitions du Maroc qu'il annonce, je ne pense pas qu'il a les moyens de les réaliser. Peut-être, disons, même c'est trop. Moi, je vois un Marocain défaillant. Mais bon, on voit du tout. Hein. Mais le problème est le suivant. Il est très simple. Je vous rappelle que, une phrase qui est connue en matière politique, c'est qu'il n'y a pas de politique en dehors de la réalité. La politique, c'est l'examen lucide de la réalité telle qu'elle est. Pas telle qu'on voudrait qu'elle soit, telle qu'elle fut, etc. Le fait est simple. C'est que le Maroc est une puissance sous-régionale. Ce n'est pas simplement une question économique, c'est aussi une question militaire. Pourquoi ? Pourquoi beaucoup de pays africains font former leurs aviateurs au Maroc ? Vous savez très bien que les écoles de formation pour l'aviation au Maroc sont des écoles très perfectionnées, très développées. Et que l'armée marocaine est une armée très importante. Ça, c'est important aussi. Comme l'économie l'est. Le Maroc a les moyens de ses ambitions, en tout cas en Afrique.
ça fait partie des grands pays africains. L'Algérie aussi. Mais l'Afrique du Sud, qui est la première économie africaine, encore aujourd'hui, même si le Nigeria l'a été un moment et s'est déclassé un tout petit peu, mais va le redevenir du fait de la démographie. Parce que le réel, c'est aussi la démographie. Et cette démographie africaine, elle va s'imposer. Donc, la République arabe sahraoui démocratique est une fiction. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce pays n'est reconnu nulle part, sauf à l'OUA, à l'époque, et qui a continué. Non, elle n'est reconnue ni à la Ligue arabe, elle n'est reconnue ni à l'ONU, elle n'est pas reconnue non plus au niveau de l'Union du Maghreb arabe. Donc pourquoi nous, à l'Union africaine, on doit reconnaître un pays fictif? Si vous parlez de l'armée et de la puissance et de cette armée qui est trop puissante, c'est donc une question de force, de rapport de force brute. La politique a toujours été une question de rapport de force, mon cher. Lisez Machiavel. Je suis juste votre argumentaire. Ah ben régler cette question du Sahara avec la force. Mais elle a été réglée puisque... Elle n'est pas réglée. Mais plus des 2 tiers ou même presque des 4/5 du territoire sahraoui de l'époque sont entre les mains des Marocains. C'est un fait. Combien? Monsieur Kane. Plus de 4/5. Allez-y, allez-y. Mais j'y étais, c'est un fait. Oui, mais vous avez été il y a très longtemps, moi j'ai été. Moi j'ai été. Je suis mauritanien, j'ai été. Moi je ne suis pas mauritanien, mais j'y étais. Voilà, bon, donc question de rapport de force, cause pour laquelle je vous ai dit tantôt, il faudra toujours être en bon rapport avec ses voisins. La deuxième armée de l'Afrique, c'est l'Algérie. La deuxième armée de l'Afrique. La deuxième armée de l'Afrique après l'Égypte. Vous comprenez? Hein? Donc le Maroc c'est à peu près la 10e armée africaine. Parce qu'elle est surclassée déjà par l'Angola. Par l'Angola, vous comprenez? Donc c'est vrai qu'intérieurement, ils ont une bonne sécurité. Intérieurement. Ça veut dire que ça ne bouge pas avec l'islamisme et autres. Ça, c'est un fait normal et acquis et connu. Mais au point de vue armée, potentiel et puis combativité, l'armée marocaine n'est même pas au 5e de l'armée algérienne. Ça, il faudra le reconnaître et puis l'inculquer dans votre mental. Et l'armée mauritanienne? L'armée mauritanienne, je n'en parle pas. De toute façon, l'armée mauritanienne, dans la sous-région, c'est une armée performante. Que ce soit de la Mauritanie au Soudan. Ça, c'est connu dans le renseignement et dans la combativité. Bon, le nombre, c'est vrai que nous sommes 4 millions, nous sommes 4 millions, mais on aligne 20 000 combattants. Au même titre que le Sénégal. 20 000 combattants. Vous comprenez? Et puis, les terrains ne sont pas les mêmes. Nous avons combattu dans le désert et nous sommes un pays désertique. Donc, nos forces armées sont des forces qui sont combattantes dans le désert. Et puis, là, on est sûr que, quel que soit l'adversaire qui viendra nous confronter là-bas, on est prêt à relever les défis. Sur la question du Sahara. Pour la question du Sahara, je vous dis autre chose. Ça veut dire que le Maroc, il faudra qu'il revienne à la table de négociation. Peut-être que les Africains vont forcer le Maroc à revenir sur la table de négociation et puis à régler définitivement ce problème. Parce que les peuples, on ne peut pas les bâillonner. On ne peut pas les bâillonner. Même s'ils sont 500 000 ou 700 000 Sahraouis, ils veulent leur autodétermination, ils ont le droit à l'autodétermination. Ça, c'est un fait. Et puis le peuple marocain, au fur et à mesure, va devenir sage et va comprendre que l'enjeu est là. Économiquement parlant, ça veut dire que, comme l'a dit tantôt M. Jaït, le Maroc n'a pas la capacité de ses ambitions. Ce que le Maroc fait en Afrique, on est content. Parce que c'est une coopération sud-sud. Mais il faudra que les gens soient lucides et puis ne croient pas que le Maroc peut remplacer et les États-Unis ou la Chine ou bien le Brésil ou bien l'Inde. Mais non, le Maroc c'est la 61e puissance économique mondiale. Il y a déjà des pays comme l'Afrique du Sud ou bien par exemple comme la Turquie. La Turquie c'est la 18e puissance mondiale. Donc qui sont en train d'investir massivement. Quand ils investissent, les Marocains investissent généralement dans le tertiaire. Vous comprenez? Ça aussi c'est bon parce que les Africains ne sont pas bancarisés. Donc ils sont en train de le faire au fur et à mesure en Afrique. Merci M. Kane. Le référendum d'autodétermination est bloqué depuis 1992. M. Jaïd, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'une issue est possible finalement? Est-ce que vous pensez que le Maroc est prêt à mettre de l'eau dans ce vin? Oui, j'y arrive vite fait, mais j'aimerais juste répondre à ce qui a été dit avant. Moi, je pense qu'il faut bannir de notre langage, ou en tout cas, il faut être très très prudent vis-à-vis de cette course aux sirènes et aux surenchères des armées et de la course aux achats d'armes. L'Algérie, on achète de la Russie, les Marocains, on achète de la France et des Américains. Et les dépenses, en tout cas, vis-à-vis du Maroc,
les dépenses sur l'armée, tout ce qui est sécuritaire, c'est des dépenses colossales pour un pays où une majorité, où plus de 10 millions vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est un rapport des Nations Unies de septembre 2016. Exactement. Et c'est extrêmement grave. Aujourd'hui, on a une population très pauvre. Il n'est pas très pauvre, elle a été paupérisée. Ça veut dire que l'instabilité dont on parle, elle est très fragile. Demain ou après-demain, on pourrait basculer vers une situation comme la Libye. C'est très probable au Maroc et on ne tient pas compte de ça. Ça, sur cette question. Sur la question de l'issue, moi je défends l'idée qu'il faut qu'il y ait une solution à cette question du Sahara occidental. Nous, en tout cas au Maroc, c'est plus de 40 ans de dépenses et c'est toujours la priorité. Au Maroc, à chaque fois on demande démocratie, on nous dit la priorité Sahara occidental. On demande enseignement, la priorité Sahara occidental. On demande un système de santé fiable et qui tient la route, on nous dit non, attendez, la priorité c'est le Sahara occidental. Dès qu'on aura le Sahara occidental, on fera tout ça. Et ça fait 40 ans qu'on nous répète ce discours. Je pense qu'il faut qu'il y ait une issue qui soit favorable à tous les peuples de la région et que les peuples de la région puissent aspirer au développement, aspirer à autre chose que les conflits, que les guerres, que la surenchère sécuritaire et militaire. Monsieur Dia. Oui, c'est très beau ce qu'il vient de dire, mais ça c'est de l'idéologie. Les peuples seront les peuples, les États seront les États. Les États n'ont pas d'amis, les États ont des intérêts et ils les défendent. C'est ça le réel. Le reste, c'est de l'idéologie pure et simple. De l'idéologie néolibérale. Mais quelle que soit cette idéologie-là, cher ami, les peuples, les États, je veux dire, les États ont des intérêts, ils défendent ces intérêts-là. Maintenant, le problème de l'autodétermination me semble un problème. Non, je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure, mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, je ne vous ai pas interrompu quand vous parliez. Je vous dis que le problème de l'autodétermination me semble un problème presque insoluble, pour une raison très simple que j'ai soulevée tout à l'heure, qui est la question du corps électoral. 40 ans après, ce corps électoral, quelle est-elle? Comment le définir? Prenez par exemple, je prends un exemple à l'autre bout du monde, au Tibet, où les Chinois ont massivement investi dans le pays, aussi bien économiquement que démographiquement. Ils ont changé la structure démographique du Tibet. Demain, si vous voulez faire un référendum d'autodétermination au Tibet, qui va voter? C'est exactement pareil au niveau du Sahara occidental. Cette affaire est réglée. Il y a une marocanité affirmée, assumée et réalisée sur le terrain. Une chose est certaine, Monsieur Khan, c'est que cette question du Sahara occidental va mettre l'Union africaine face à ses responsabilités, puisque c'est également la crédibilité de cette institution qui se joue. Oui, l'Union africaine sera mise devant de rudes épreuves. Il faudra que les Africains, par leur sagesse, voient les choses en grand et puis disent les choses comme il se doit. Le Maroc, en 1975, avec la Mauritanie, ont conquis le Sahara espagnol. La Mauritanie s'est désolidarisée en 1978 après le coup d'État des officiers mauritaniens. La Mauritanie parce que chaque pays, le Maroc avait la moitié, l'autre moitié revenait à la Mauritanie, parce que la Mauritanie a battu le fer à l'intérieur du Sahara. Ah oui, carrément, ça c'est quelque chose de connu historiquement parlant. Et puis il faudra que les Africains soient sages et puis que je crois que la réelle politique va dominer. Va donner aux Africains une lucidité, parce que moi, tout ce que je crains, c'est que les Africains ne perdent justement l'Union africaine à cause justement de ce problème de Sahara espagnol. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir pris part à ce débat. Monsieur Mohamed Jaïté, merci. Je rappelle que vous êtes membre de l'Association marocaine des droits humains. Merci à vous, Monsieur Hamidine Khan, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en économie et en intelligence économique. Et merci à vous, Monsieur Mohamedou Dia, pour votre participation. Je rappelle que vous êtes journaliste sénégalais. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.